En matière de santé et sécurité au travail, on va aborder aujourd'hui ce thème sous forme de 3 angles. D'abord l'angle humain, parce qu'effectivement, la santé et la sécurité concernent d'abord des êtres humains qui composent les entreprises. Quand je dis les êtres humains, c'est à la fois les collaborateurs, les salariés, mais aussi le dirigeant. On a la chance d'avoir avec nous Maître Pipard, Marion Pipard, qui est non seulement avocat spécialiste en droit social, mais aussi une référente nationale au niveau du groupe FIDAL, tout ce qui est AT-MP, accident du travail, maladie professionnelle. Elle nous parlera des risques financiers liés à des condamnations, mais en même temps, elle nous parlera aussi des avantages financiers, notamment, vous verrez, des baisses de réduction de taux de cotisation AT-MP. Et on a la chance d'avoir aussi dans notre équipe Olivier Poisson, qui est, comme il s'est présenté tout à l'heure, donc à la CRAMIF, et il va nous parler des aides financières, parce que oui, les entreprises françaises, les TPE, les PME, les entreprises vertueuses peuvent bénéficier d'avantages financiers. Et Marion, tu voulais nous parler de l'ANI aussi en introduction? Oui, alors effectivement, je te remercie Frédéric. Ça me semble effectivement être un sujet qui est particulièrement d'actualité, puisque dans le contexte sanitaire actuel, on recherche tous pour nos entreprises des leviers de performance. Et finalement, les partenaires sociaux, en fin d'année 2020, donc en décembre 2020, se sont mis autour de la table avec l'idée de se dire que ce sujet de la santé au travail pouvait être un levier de performance pour l'entreprise. Et on conclut un accord, donc un accord interprofessionnel du 9 décembre 2020, qui a finalement pour colonne vertébrale l'idée de la prévention primaire en entreprise. La prévention primaire, c'est quoi? C'est finalement combattre le risque à la source pour en éviter les effets. Et quand je parle de recherche de performance, c'est parce que les partenaires sociaux ont finalement fait le constat unanime que cet enjeu était véritablement non pas une contrainte pour les entreprises, comme on la voit trop souvent, mais un levier de performance collective à mettre en place au sein de l'ensemble de vos entreprises. Merci Marion pour cette introduction. Alors pourquoi cette politique? Pourquoi ce sujet d'actualité? Parce qu'on doit faire le constat malheureusement aujourd'hui en France qu'il y a 2500 accidents du travail. Donc vous verrez, on va souvent parler de AT et MP. AT, accident du travail, MP, maladie professionnelle. Et donc sachez que ce soir, quand vous allez rentrer chez vous, vous allez vous dire, ben tiens, j'ai participé à un webinar. Eh ben oui, j'ai appris qu'il y avait 2500 accidents du travail par jour. C'est colossal en termes de coûts pour l'ensemble de la société française, pas uniquement pour l'entreprise, pas uniquement pour le salarié, pas uniquement pour le ministère de la Justice, le ministère de la Santé, le ministère du Travail, c'est l'ensemble de la collectivité qui est touchée. Et malheureusement, 5 décès en moyenne par jour en France. Donc ça, c'est effectivement, c'est inacceptable. Il n'y a pas de fatalité dans les accidents du travail, des maladies professionnelles. Il n'y a pas de fatalité dans les procès. En tout cas, c'est ce que nous rendons compte en tant que professionnels. Et d'où la nécessité de mettre en place des actions de prévention et des documents qu'il ne faut surtout pas négliger. Je vais en reparler. N'utilisez pas des trames où vous allez remplir des trucs. Ça ne viendrait jamais à l'idée d'un chef d'entreprise de prendre un tableau Excel avec actif, passif et de faire son compte son bilan avec un tableau Excel. Ne prenez pas des trames que vous pouvez recevoir de fédérations, de syndicats ou sur Internet. C'est des documents qui sont extrêmement obligatoires. Ils ne sont pas là du tout pour gêner le chef d'entreprise, c'est pas de la paperasserie, c'est pas de l'administration, on parle de gestion de vie humaine, et donc vous comprenez qu'en place, le législateur, vous, moi, tout le monde, on n'a rien trouvé de mieux, d'ailleurs comme en Allemagne, sauf qu'en Allemagne, ces documents, ils sont obligatoires à l'ouverture de l'entreprise. En France, on fait de la pédagogie et on veut que les entreprises le mettent en place naturellement. Donc, c'est important de mettre ces documents en place. Chaque document doit être analysé de manière exhaustive, chaque risque doit être analysé de manière exhaustive et en face de chaque risque, il faut mettre en place des actions de prévention, c'est l'objectif. L'objectif aussi, c'est de sensibiliser le personnel aux risques inhérents à leur métier, comme un petit peu en tant que parent quand on éduque les enfants. Fais attention quand tu traverses, il faut que tu traverses quand c'est vert. C'est la même chose sur le plan de l'entreprise. Pourquoi? Parce que derrière la finalité aussi, en tout cas le cabinet à visée conseil, c'est aussi pour sécuriser les dirigeants sur la possible mise en cause de la responsabilité juridique, par exemple la faute inexcusable qui condamne le chef d'entreprise sur ses deniers personnels. Et attention aussi aux personnes qui remplissent ce document-là, parce que très souvent les chefs d'entreprise se retournent naturellement contre la personne qui a eu la responsabilité de faire ces documents-là. Mais la finalité vraiment, et c'est moi ce qui m'anime et c'est ce qui nous anime tous
aujourd'hui, c'est quand même de diminuer les accidents du travail et les maladies professionnelles qui coûtent cher, comme vous l'avez compris, à l'ensemble de la collectivité. Et comme je vous le disais aussi en introduction, eh ben, on a de la chance en France d'avoir des organismes, notamment la CRAMIF pour la région Île-de-France et les CARSAT et les MAE pour tout ce qui est province, qui vous mettent à disposition des moyens financiers pour les entreprises dites vertueuses. Parce que comme vous baissez votre accidentologie, ben, du coup, eux font des économies et ils encouragent les entreprises dans ce sens-là. Alors, qui est concerné par les dispositions en matière de SST, santé et sécurité au travail? Tout le monde. Fédération, syndicats. Moi, j'ai des cabinets d'expertise comptable qui me disent ah ben non, moi je suis expert comptable, je suis pas concerné. Ben si, tout le monde est concerné par les documents que l'on va vous présenter. À partir du moment où vous avez un salarié, vous êtes concerné par ces mesures de prévention de risques professionnels. Alors là, rapidement, je ne vais pas vous faire un cours sur les documents obligatoires. De toute façon, vous avez la possibilité, si vous voulez, en vous connectant très simplement sur le site Avisé Conseil, de faire un bilan juridique santé et sécurité au travail. Et vous allez voir les différents documents et de manière exhaustive, vous aurez gratuitement la réponse en vous situant. Est-ce que mon document il est bon? Est-ce que je l'ai? Est-ce que je ne l'ai pas? Là, je vais justement vous brosser rapidement les différents documents parce que malheureusement, très souvent, nous rencontrons sur le terrain des entreprises qui ont malheureusement quelquefois un document unique qui est souvent malheureusement négligé. Hein. Un document unique, c'est très encadré. D'ailleurs, tous les documents que vous voyez là sont encadrés par le Code du travail et ou le Code pénal. Maître Pipard reviendra dessus, Marion reviendra dessus. Et notamment le document unique, pour vous donner un ordre d'idée, une entreprise inférieure à 9 salariés, si vous balayez les 44 familles de risques, donc vous devez les motiver, vous devez les justifier, et en même temps, ça permet aux salariés d'être informés des risques. C'est un document qui fait entre 80 et 100 pages. Donc, vous voyez, quand vous voyez des documents qui font 20, 30 pages, vous pouvez vous dire que tôt ou tard, si un jour il y a des juges qui tombent dedans, s'il y a des contrôleurs qui tombent dedans, ben, en cas d'accident du travail, une maladie professionnelle, il faudra faire attention. Donc, surtout pas le négliger, le faire par des IPRP, intervenant en prévention des risques professionnels, qui sont comme des experts comptables, c'est des gens qui sont tout à fait légaux, qui sont inscrits auprès de la directe. Le compte pénibilité, rapidement, vous le connaissez tous. C'est à l'époque du président Sarkozy. Il a dit, comme tous les Européens, on va partir plus tard à la retraite. Et là, il y a des syndicats qui sont montés à juste titre au créneau, syndicats salariés, en disant, mais attendez, il y a quand même des métiers où il y a de la pénibilité. Et donc, il faut déterminer la pénibilité. Donc là, c'est une entreprise spécialisée IPRP qui va déterminer si oui ou non il y a de la pénibilité. Sinon, on va le motiver. Si oui, quel est le niveau de la pénibilité? Donc, il y a toute une partie étude. Et ensuite, vous avez un tableau de synthèse que vous envoyez à votre expert comptable pour la déclaration de la DSN. RPS, pardonnez-moi, j'ai laissé ça comme ça, mais c'est peut-être pas assez connu, mais risques psychosociaux. Ben oui, c'est le document unique balaye tous les différents risques d'une manière générale, mais ensuite, les RPS sont encadrés aussi par le code pénal. Attention, en cas de suicide, en cas de burn-out, ben, vous devez justifier les risques inhérents aux risques psychosociaux. Je vous ai mis en vert le protocole sécurité chargement-déchargement parce que ça concerne que les entreprises qui ont des opérations de chargement et de déchargement, donc c'est obligatoire. Quand vous recevez des colis Amazon ou des colis Chronopost, vous les signez. Et bien là, c'est la même chose sur le lieu de travail. L'entreprise qui va venir vous livrer va devoir suivre les règles que le chef d'entreprise aura déterminées avec un conseil IPRP pour justement savoir que le camion doit aller à droite, il doit faire attention à ne pas écraser les salariés, les opérations de déchargement pour éviter les troubles musculo-squelettiques. Donc ça, c'est un document qui est aussi important que le document unique et qui doit être réalisé si l'entreprise est concernée. Livret d'accueil sécurité, bah ça, c'est ce qui m'a fait, ce qui me choque un petit peu toujours, parce que en France, on fait naturellement des contrats de travail, même si c'est pas obligatoire. Les contrats de travail sont encadrés par le Code de procédure civile et qui déterminent en fonction si vous êtes en CDD, si en fonction des heures. Mais aujourd'hui, c'est la feuille de paye qui est beaucoup plus importante que le contrat de travail. Et la plupart des entreprises françaises font des contrats de travail, mais par contre, elles ne délivrent pas de livret d'accueil sécurité. Ben ça, c'est un document à faire, donc ça doit être personnalisé, c'est aussi encadré, et en fonction des missions, nous allons expliquer, en fonction des missions de chacun, les risques inhérents à la fonction au sein de l'entreprise. Donc, c'est vraiment personnel. Et ce que je vous recommande, c'est que ce document-là, qui fait par salarié entre 15 et 30 pages, on va déterminer tous les risques avec le chef d'entreprise et le salarié qui va travailler. Donc, quand je dis salarié, ça peut être un intérimaire,
ça peut être un CDD, un CDI, un apprenti, un stagiaire. Remettez-lui le livret d'accueil sécurité. Je lui recommande de le signer et que vous gardiez une copie comme quoi il a bien vu les risques inhérents à la fonction qu'il va exercer, même gratuitement au sein de votre entreprise. Référent santé et sécurité au travail, c'est une obligation depuis 2012. Et comme vous le savez, parce que la plupart des participants aujourd'hui sont issus donc de la CPME, sont adhérents à la CPME, qui fait un excellent travail de communication, notamment par rapport à la Covid-19. Je fais une petite parenthèse. N'oubliez pas que depuis la circulaire ministérielle du 19 mars 2020, si vous continuez à travailler non plus avec le risque pandémie, mais dans la pandémie, malheureusement, ben, vous devez avoir 3 documents. Petite parenthèse. Document unique d'évaluation des risques professionnels avec le risque pandémique à étudier. Un plan d'action Covid-19, comme le rappelle d'ailleurs régulièrement la CPME à ses adhérents. Et aussi nommer et former. Ne faites pas de l'autoproclamation. Oui, c'est moi le référent Covid. Parce que le jour où vous avez un salarié en urgence respiratoire, ben, vous allez devoir justifier. La personne qui s'est autoproclamée référent Covid-19 va devoir justifier sur un plan souvent juridique qu'est-ce qu'elle a mis en place ou pas. Donc, parenthèse fermée. Affichage obligatoire à ne pas négliger. N'achetez pas sur Internet des affichages obligatoires qui sont très souvent incomplets. Il faut que ça soit exhaustif, jusqu'à notamment que faire en cas d'attaque terroriste. Nous, malheureusement, en Seine-et-Marne, nous l'avons vécu. Je sais qu'aujourd'hui, il y a des gens de Marseille, de Strasbourg, ça pourrait les faire sourire. Mais nous, en Seine-et-Marne, on a vu 2 personnes débarquer avec une Kalachnikov. Et moi, je vous avoue, si j'avais pas l'affichage obligatoire, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? J'en sais rien. Avec l'affichage obligatoire, les salariés savent, et c'est très bien fait d'ailleurs cet affichage obligatoire, ils savent exactement ce qu'il faut faire. Vous l'achetez une fois bien fait dans votre vie, puis c'est terminé. PPSPS, je l'ai mis en vert, c'est le plan de prévention. C'est essentiellement au niveau du bâtiment, lorsqu'il y a de la coactivité. Et là, attention, les gens du bâtiment, ne signez pas un PPSPS si vous n'êtes pas en parfaite conformité. Parce que sinon, vous allez tomber sur des avocats qui sont spécialisés en droit social et ou des juges et ou des enquêteurs et qui vont dire mais attends, je comprends pas là, tu signes comme quoi tu es en conformité, parce que c'est ça aussi la coactivité, et finalement t'es pas en coactivité et finalement t'es pas en conformité. Donc les conséquences, malheureusement, c'est toujours un petit peu trop tard, parce que nous en tout cas quand on met les entreprises en conformité, on peut pas antidater les documents. L'avantage c'est qu'il y a une valeur juridique, l'inconvénient c'est qu'on peut pas antidater. Comme je vous disais, ces documents sont engageants. Ce qu'on va étudier, c'est le contenu. Alors, évidemment, là, je parle au niveau des condamnations que l'on peut voir, notamment au CPH. CPH, ça veut dire Conseil des prud'hommes, et le TJ pôle social, le tribunal judiciaire pôle social, puisque depuis le 1er janvier 2019, Marion me le rappellera, mais le TGI, tribunal de grande instance, a fusionné avec ce qui s'appelait avant le TAS, et maintenant vous êtes au niveau du TJ pôle social. Donc, évidemment, on va étudier à la fois la responsabilité juridique et pénale du chef d'entreprise. Et voilà, donc c'est un petit peu, ça peut être compliqué, et c'est souvent compliqué, et c'est souvent trop tard. Et enfin, je vais terminer en ce qui me concerne la partie conformité productivité. Je crois, Olivier, et je crois que vous allez le rappeler aussi, que y a une étude internationale qui a été menée en 2011 et qui rappelle que pour 1 euro investi en prévention des risques professionnels, vous avez un retour sur investissement de 2,2 euros. Donc ça veut dire que c'est même encore plus rentable que la bourse. Et j'ai repris cette phrase célèbre de Richard Branson où on dit, c'est comme un exemple de quelqu'un qui a réussi. Et j'aime bien sa phrase. Et on dit, mais dites-nous, Richard, comment ça se fait que vous ayez réussi? Vous prenez soin de vos salariés, ils prendront soin de votre entreprise. Et ça, moi, je le crois vraiment au plus profond de mon cœur. On est tous des chefs d'entreprise, mais je pense que c'est important aussi de prendre soin de ses salariés. Marion, je te passe la main concernant la partie juridique. Je te remercie Frédéric pour cet exposé très exhaustif des documents obligatoires. Alors effectivement, pour compléter un petit peu ce que tu viens d'expliquer, je souhaitais donner aux dirigeants qui sont avec nous cet après-midi quelques axes de réflexion pour essayer de les convaincre de mettre en place cette politique de gestion du risque professionnel en entreprise. Avec finalement une double approche. Une première approche un petit peu basique. Quelles sont mes obligations et qu'est-ce que je risque si je ne les respecte pas? Et une deuxième approche un peu plus ambitieuse en vous démontrant que en mettant en place une gestion proactive finalement du risque professionnel, on actionne un réel levier d'économie pour l'entreprise, notamment en termes de tarification par une baisse
des cotisations, enfin des charges patronales et notamment des cotisations AT-MP. Donc, sur le premier point qui est finalement quelles sont mes obligations? Eh ben, en tant que dirigeant d'entreprise, en vertu du contrat de travail, vous avez une obligation générale de sécurité vis-à-vis de vos salariés. Obligation de sécurité, c'est quoi? C'est globalement de prendre des mesures nécessaires, et le mot nécessaire est important, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés de l'entreprise. Ça passe globalement par un triptyque. Un, mettre en place une réelle politique de prévention des risques. Deux, mettre en place des actions de formation et d'information. Et trois, mettre en place une organisation du travail et des moyens adaptés pour répondre finalement à cet objectif de prévention, enfin de réduction du risque professionnel en entreprise. Comment on fait ça? On fait ça en respectant les principes d'évaluation qui sont repris dans cette slide. Donc, si on veut en faire la synthèse, globalement, 1, on évalue. 2, on met en place les mesures pour combattre le risque à la source. Comment on le formalise? On le formalise spécifiquement en intégrant le résultat de notre évaluation dans l'ensemble des documents obligatoires qui vous ont été présentés en amont par Frédéric. Et je crois que sur ce sujet-là, il y a 3 choses essentielles à retenir. La première, c'est que on est désormais sur une obligation de moyens du dirigeant. Obligation de moyens, ça veut dire quoi? Ça veut dire que globalement, que le risque se réalise ou pas, le dirigeant peut s'exonérer de sa responsabilité à partir du moment où il est en capacité de justifier qu'il a effectivement réalisé cette démarche d'évaluation des risques et qu'il a mis en place les actions de prévention qui s'imposent à lui. Le deuxième élément important, qui me semble en tout cas important de vous rappeler, c'est que si malheureusement un risque se réalise, que vous avez un accident du travail grave, en règle générale, c'est dans ce contexte-là que les problèmes interviennent au sein de votre entreprise. Vous allez quasiment systématiquement voir arriver immédiatement, 1, l'inspection du travail, 2, les services de police qui vont diligenter une enquête. Quels sont les premiers éléments qui vont vous être demandés dans ce cadre-là? Globalement, de transmettre à ces institutions les documents obligatoires que vient de vous présenter Frédéric et en premier lieu, le document unique d'évaluation des risques. Très clairement, si vous ne l'avez pas, vous êtes sûr que votre responsabilité civile et pénale risque d'être engagée. Le troisième élément qui me semblait important de rappeler, c'est cette obligation de pertinence et d'actualisation. C'est-à-dire que ces documents, effectivement, comme vous l'a dit Frédéric, il ne suffit pas de les avoir, il ne suffit pas d'avoir un formulaire type. Il faut vraiment qu'il soit pertinent. Pourquoi? Parce que quand l'accident, si malheureusement un accident doit arriver, que ces documents sont finalement analysés par l'inspection du travail en pratique, globalement, l'inspection du travail va vérifier si le risque qui est survenu avait bien été anticipé, avait bien été prévu, si des mesures correctives avaient été prises en face et si ces mesures qui figurent dans le document étaient bien effectives au sein de l'entreprise. Si la réponse est positive, votre responsabilité ne sera pas engagée. Si elle est négative, par contre, les problèmes vont très sérieusement commencer. Et c'est ce qui nous amène à passer à la slide suivante pour identifier effectivement les risques encourus en cas de non-respect de ces règles. Globalement, si on fait la synthèse, j'ai identifié 3 risques. Le premier risque, il est lié à l'activité de l'entreprise. Si vous n'êtes pas en conformité, si vous ne vous inscrivez pas dans une démarche de prévention des risques, l'activité de l'entreprise peut être arrêtée. Elle peut être arrêtée, 1, à l'initiative de l'inspection du travail, des services de la Direct, qui ont des pouvoirs de contrainte gradués. Ça peut aller de la simple demande d'explication jusqu'à la fermeture administrative temporaire. Donc, si vous n'êtes pas en conformité, si vous ne respectez pas ces principes, votre entreprise peut être fermée par l'administration temporairement. L'activité peut être également à l'arrêt à l'initiative des salariés qui vont considérer que, de par leurs conditions de travail, ils encourent un risque et un danger grave et imminent pour leur santé ou leur sécurité et donc faire valoir leur droit de retrait. Droit de retrait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que globalement, ils arrêtent de travailler, mais vous continuez à les payer.
Donc, c'est finalement la double peine. Le deuxième risque identifié est un risque de responsabilité pénale. Très clairement, en ce moment, c'est quand même un leitmotiv au niveau de l'inspection du travail. Si vous avez un accident du travail qui entraîne des dommages importants pour le salarié, vous allez avoir cette fameuse enquête à l'initiative de l'inspection du travail. Si vous n'avez pas respecté votre obligation de prévention des risques, vous allez être envoyé devant le tribunal correctionnel. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en pratique, il y a un double renvoi. Renvoi de la société personne morale, mais également renvoi du dirigeant personne physique. Ce qui signifie très clairement que s'il y a condamnation, et si vous n'êtes pas en conformité, il y aura condamnation, il y a condamnation à la fois de la société et à la fois du dirigeant, ce qui veut dire que l'indemnisation, enfin les peines encourues sont encourues bien sûr pour le dirigeant et pour la société. Hein. Pour le dirigeant, je rappelle quand même qu'on peut avoir une interdiction de gérer son entreprise. Donc là encore, il peut y avoir un gros problème pour l'activité de l'entreprise. Et sur un plan indemnitaire, ça veut dire que le salarié victime partie civile pourra solliciter sur son patrimoine personnel auprès du dirigeant personne physique l'indemnisation de l'intégralité du préjudice qu'il a subi. Quand on est sur des lésions corporelles importantes, on a assez rapidement des préjudices qui s'élèvent parfois à plusieurs millions d'euros. Donc, le dirigeant est en risque et il faut en avoir conscience parce que ça n'arrive pas qu'aux autres, ces difficultés-là. Le troisième risque, et on va pouvoir placer à la slide suivante, le troisième risque est effectivement un risque purement civil, qui se traduit par l'engagement de la faute inexcusable de l'employeur. Alors effectivement, comme vous disait Frédéric, anciennement, c'était une action poursuivie devant le TAS, le Tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu aujourd'hui pôle social du tribunal judiciaire. L'action en reconnaissance de la faute inexcusable, c'est quoi? C'est globalement, justement, l'indemnisation des conséquences d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dans les circonstances où on considère que finalement le dirigeant est fautif parce que spécifiquement, il n'a pas mis en œuvre une politique de prévention des risques qui aurait permis d'éviter la survenue de l'accident ou de la maladie en question. Comme je viens de vous le dire, on est sur des enjeux financiers qui peuvent être extrêmement importants pour l'entreprise. Moi, j'ai plaidé il y a un petit moment un dossier, pareil, hein, c'est toujours le même processus, poursuite devant le tribunal correctionnel sur un plan pénal et devant le TAS sur un plan civil, d'un salarié qui a perdu la vue à la suite d'un accident du travail. Alors déjà, autant vous dire que c'est pas très agréable de se retrouver à plaider devant un salarié victime qui arrive avec sa canne blanche et au bras de sa femme à l'audience. Et sur un plan financier, ça fait extrêmement mal puisque finalement, on va l'indemniser de l'intégralité du préjudice subi quasiment jusqu'à la fin de sa vie. Et en l'occurrence, on était sur un préjudice de plus d'1,1 million avec une responsabilité potentielle du dirigeant personne physique sur son patrimoine personnel. Donc, on est quand même sur des enjeux, enfin, un risque financier extrêmement important. Voilà pour ce premier levier, ce premier angle d'attaque un peu anxiogène, on va dire. Maintenant, je vous propose d'aborder ce sujet sur un deuxième angle qui est, à mon sens, beaucoup plus ambitieux et beaucoup plus proactif, qui consiste à se dire que finalement, si on gère correctement ce risque en amont pour limiter ou pour mieux gérer les accidents du travail et maladies professionnelles au sein de votre entreprise, on peut trouver des leviers d'économie, notamment en termes d'économie de cotisation patronale AT-MP. Pour rappel, globalement, le système de financement des accidents du travail est assez simple. Hein, il est financé quasiment intégralement. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai, mais si on schématise globalement, il est financé quasiment intégralement par vos cotisations patronales AT-MP. C'est ce qui fait que tous les ans, vous recevez en début d'année un petit courrier de la CRAMIF quand vous êtes en Île-de-France qui vous notifie votre taux de cotisation AT-MP. Globalement, ce taux de cotisation dépend de 4 éléments, enfin est calculé en fonction de 4 facteurs. Un, l'effectif de l'entreprise, puisque en fonction de votre seuil d'effectif, vous allez être soumis à un taux collectif lié à l'activité de la branche si vous avez moins de salariés, à un taux mixte qui sera calculé
en fonction d'une part du taux collectif et d'autre part de votre sinistralité individuelle si vous êtes entre 21 et 150 salariés, et d'un taux individuel calculé exclusivement en fonction de votre sinistralité si l'effectif de votre établissement est supérieur à 150 salariés. On va également donc calculer ce taux. Alors juste Frédéric, si tu veux bien, voilà, également en fonction de l'activité de l'entreprise, puisque bien évidemment sur des secteurs d'activité où la sinistralité est forte et où les incidences financières sont importantes, les taux vont être plus élevés que sur des activités type tertiaire où on va dire la sinistralité est un petit peu moins impactante financièrement. Alors ce qui est peut-être moins connu, c'est que ce taux de cotisation dépend également de deux facteurs. Un, la durée des arrêts de travail et deux, le taux d'incapacité permanente qui sera fixé au salarié à la date de sa consolidation, c'est-à-dire de la date à partir du moment où le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie va considérer que son état n'évoluera plus. Et c'est sur ces deux derniers points qu'il me semble y avoir des leviers d'économie. Pourquoi? Je vous explique. Et c'est pour ça qu'il me semble vraiment important d'anticiper ça, de connaître ces règles et de mettre en place une véritable politique de bonne gestion, de gestion vertueuse au sein de l'entreprise des accidents du travail. Je vous donne un exemple. Globalement, en tarification, un arrêt de travail peut vous coûter entre 1 000 euros et globalement 15 000 euros. Un taux d'incapacité, enfin la fixation d'un taux d'incapacité permanente d'un salarié peut vous coûter entre 7 000 euros et entre 500 000 euros. Et au sein, dans ce créneau financier, on va dire, il y a des seuils à passer. Et ces seuils, il faut les connaître pour mettre en place une bonne politique de gestion des accidents du travail. Je vous donne un exemple. Vous avez un salarié en arrêt de travail. Globalement, l'arrêt de travail fait 95 jours. Il va vous coûter en tarification, c'est-à-dire que la CRAMIF va vous récupérer sur vos cotisations AT-MP environ 14 000 euros, enfin un peu plus de 14 000 euros. L'arrêt dépasse les 150 jours. Là, on est sur une explosion. En montant, on est sur quelque chose d'exponentiel. On passe de 14 000 à 52 000. Donc, à un moment, on se pose la question de se dire comment éviter de passer ce seuil. Et la bonne réponse et la bonne gestion est de se dire, je vais mettre en place au sein de mon entreprise des process avec des alertes. Par exemple, quand je vais passer les seuils critiques, je vais mettre un déclencheur d'alerte qui me dit attention, situation à gérer. Situation à gérer, pourquoi? Parce que si effectivement, au bout de 130 jours d'arrêt, on se dit qu'est-ce que je peux faire pour que mon salarié reprenne son poste avant de passer les 150 jours? Par exemple, en contactant le médecin du travail, en anticipant une visite de pré-reprise, en lui proposant un poste aménagé, en lui proposant un mi-temps, en voyant avec le médecin du travail pour qu'il reprenne son poste suivant un mi-temps thérapeutique. Dans ces cas-là, vous ne passerez pas les 150 jours. Le mi-temps thérapeutique n'a pas d'incidence en tarification, donc vous ne passerez pas les 150 jours. Ça sera un cercle vertueux puisque le salarié reprendra son travail, la caisse fera des économies et l'entreprise, dans le même temps, fera également des économies substantielles parce qu'au lieu de payer 52 000 euros, elle payera que 14 000 euros en cotisation, alors que finalement, si elle n'avait pas mis d'alerte à ce niveau-là et si elle n'avait pas conscience de ces effets de seuil, elle se serait dit c'est une fatalité, l'arrêt de travail va continuer, on ne fait rien et finalement l'impact financier aura été extrêmement important. C'est un exemple parmi d'autres, il y a plein d'autres choses à faire, mais en tout cas, c'est vraiment un sujet sur lequel il faut se pencher pour mettre en place une gestion vertueuse du risque professionnel et ça peut vraiment, vraiment faire aux entreprises des économies. Alors, c'est pas le seul levier et effectivement, on a la chance aujourd'hui d'avoir Olivier Poisson qui va vous expliquer que au-delà de sa casquette tarification AT-MP, la CRAMIF a également plein d'autres missions et permet aux entreprises de bénéficier d'aides pour se mettre justement en conformité et essayer d'améliorer la qualité de vie au travail des salariés sous l'aspect santé-sécurité. Merci Marion. Oui, alors effectivement, vous avez compris que
Le taux de cotisation peut être une incitation financière pour l'entreprise. Effectivement, si on réduit la fréquence et la gravité des accidents, on a possibilité de faire baisser son taux de cotisation. Couplé à un dispositif de prévention de la désinsertion professionnelle, comme l'a dit Marion, on peut être encore plus efficace, bien évidemment. La caisse régionale a d'autres outils d'aide financière que je vais développer un peu plus tard, mais juste avant, il me semble important de vous rappeler très rapidement les grandes missions de la caisse régionale d'assurance maladie. En Île-de-France, on parle de la CRAMIF. En région, on parlera de CARSAT, de Caisse d'assurance retraite et de santé au travail. Et même dans les DOM-TOM, on parlera de la Caisse générale de sécurité sociale. Alors pour la CRAMIF, il y a 3 grandes missions. La première, c'est de garantir des prestations, donc notamment l'allocation de cession anticipée des travailleurs de l'amiante. D'accord. Un deuxième axe qui est l'action sanitaire et sociale, avec notamment l'accompagnement des personnes fragiles et un centre de santé pour que les personnes en difficulté puissent, les personnes les plus fragiles puissent se soigner du mieux possible. Et la troisième mission à laquelle j'essaye de concourir, c'est la gestion du risque professionnel. Donc, dans la gestion du risque professionnel, la CRAMI va contribuer au processus de reconnaissance des accidents de travail et maladies professionnelles, va, comme l'a dit Marion, calculer et notifier le taux de cotisation aux entreprises de l'Île-de-France. Et il y a un service, le service prévention des accidents de travail et maladies professionnelles dont je fais partie, dont la mission est de promouvoir la prévention des accidents de travail. Et pour ça, on est environ 150 agents. Donc, si on vient sur le slide suivant et présenter les outils d'aide financière, ce qui est le sujet de cet après-midi, il y a 2 grandes familles d'incitations financières dites positives. Je ne reviendrai pas sur les incitations financières négatives, c'est pas le sujet. Il y a les contrats et les subventions prévention. Les contrats de prévention, on a 2 types de contrats. Les 2 contrats ont le même objectif, c'est-à-dire promouvoir la mise en place d'une politique pérenne de prévention des accidents de travail et de maladies professionnelles, d'améliorer le niveau de prévention de ce risque dans les entreprises et de mettre en avant des actions innovantes et des actions exemplaires. Alors, pour pouvoir bénéficier de ces contrats, il y a des conditions, évidemment. Le premier, et qui fait écho avec ce qu'a dit Frédéric, le document unique qui doit être mis à jour, évidemment. Les cotisations sociales à jour, c'est un fait également. Et ne rentreront dans ces contrats que du matériel et des équipements qui seront neufs. Donc, on ne peut pas investir dans du matériel d'occasion. Ce matériel doit être en acquisition propre, c'est-à-dire qu'on n'accepte pas le leasing ou le crédit bail. Et on peut ajouter dans ce contrat, et je dis bien ajouter, puisque faire un contrat que pour de la formation, c'est pas possible, mais rajouter de la formation dans un contrat, pourquoi pas, si c'est de la formation pour une utilisation d'un équipement en sécurité, à condition que ça soit au-delà de la réglementation. La participation dans ces 2 contrats sera globalement la même, c'est une fourchette en fonction des risques visés et de la priorité des risques visés, c'est de 15 à 70%. Alors, le premier contrat, c'est le contrat de prévention qui vise les entreprises de 1 à 199 salariés. L'activité de l'entreprise, elle doit être ciblée par une convention nationale d'objectifs, et je y reviendrai tout de suite après. Et la participation maximum de la caisse régionale dans le projet, c'est 60 000 euros. Le deuxième contrat, qui est un contrat un peu plus simplifié, on va dire, c'est le contrat TPE qui vise les plus petites structures de 1 à 49 salariés. L'activité ne doit pas être concernée ciblée en tout cas par une convention, parce que s'il y a convention, on doit passer obligatoirement par l'outil de contrat de prévention. Donc s'il n'y a pas de convention, on peut rentrer dans le cadre du contrat TPE pour les entreprises de 1 à 49 salariés, et la participation est un peu moindre, puisque la participation de la caisse régionale est de 25 000 euros maximum. Les demandes de contrat suivent un processus et il y a 2 points clés à retenir dans ce processus. Alors, il faut d'abord qu'il y ait une demande écrite de l'entreprise pour initier la demande de contrat, et ça va déclencher l'intervention d'un agent, alors en Île-de-France de la CRAMIF, mais je ne reviens pas sur les régions. En tout cas, le rôle de cet agent, c'est d'observer si le projet et les mesures qui sont souhaitées rentrent bien dans la prise en compte des risques principaux de l'activité, et de regarder si les mesures sont bien des mesures pérennes et des mesures efficaces. Une fois qu'on est d'accord sur les objectifs de résultats et les objectifs de moyens à mettre en œuvre, on signe un contrat entre l'entreprise et la caisse régionale. Les investissements pourront partir après la signature de ce contrat.
Donc ça, c'est un point important à retenir. Les investissements ne commencent qu'une fois que vous avez signé le contrat avec la caisse régionale. Le délai de réalisation de ces investissements sont dépendants de l'ampleur de l'investissement, évidemment. On en tient compte dans le délai de réalisation. Et une fois que les réalisations sont faites, l'entreprise appelle donc la caisse régionale pour lui demander de venir constater que les réalisations prévues ont été réalisées. Et à partir de ce moment-là, une fois que l'agent a constaté que les investissements sont faits et a récupéré un certain nombre de documents administratifs, notamment un duplicata des factures, mais c'est assez simple, on peut demander un versement à notre service comptable, un versement à l'entreprise. J'attire votre attention sur le fait que c'est pas un prêt, c'est bien le versement, c'est de l'argent qui vous est rétribué. D'accord ? Alors pour les contrats de prévention, il faut qu'il y ait une convention nationale d'objectifs. C'est une convention qui est valable 4 ans, qui est signée entre la Caisse nationale d'assurance maladie et les organisations patronales. Donc j'ai pris un exemple là, je vous ai montré un exemple là. Dans l'activité de restauration traditionnelle, c'est une convention qui a été signée entre la Caisse nationale et donc le GNI et l'UMI. Cette convention, elle fait quoi ? Elle définit les activités qui seront concernées par la convention. Ensuite, elle fixe les objectifs. L'idée étant de faire baisser la sinistralité, donc on se fixe des objectifs. On définit dans cette convention des mesures prioritaires à mettre en œuvre et surtout, cette convention fixe les taux de participation. On a des taux de participation, comme je le disais tout à l'heure, qui vont entre 15 et 70% pour les risques prioritaires. On peut y ajouter dans ce contrat, puisqu'ils peuvent viser plusieurs risques et donc plusieurs mesures de prévention, on peut y ajouter des risques qui ne sont pas prioritaires. Là aussi, c'est un peu comme la formation, c'est à condition qu'il y ait quand même les risques prioritaires qui soient traités également. Et on peut y ajouter des risques qui ne sont pas considérés comme prioritaires et les taux de participation pour cet exemple-là sont entre 15 et 25%. Je vous ai donné là quelques exemples d'accompagnement. Alors, c'est 2 exemples. Donc, l'un pour un garage pour prévenir les risques de TMS, de troubles musculo-squelettiques. L'idée était d'accompagner l'entreprise dans la mise en œuvre d'un système de lève-roues pour éviter la manutention des roues quand le véhicule est sur pont et qu'on veut changer de pneumatique, par exemple. Et ça a été couplé à un système de démonte pneus équipé lui aussi d'un lève-roue pour éviter d'avoir à porter le pneumatique pour le mettre en place dans l'équipement. Ces 2 équipements n'ont aucune valeur ajoutée en termes de productivité, en tout cas directement, puisqu'on sait bien que sur une journée, si les gens sont fatigués, ils travaillent moins vite, mais en attendant sur du direct, c'est pas un gain en termes de productivité, c'est bien un gain en termes de prévention. On a pu accompagner le garage avec un taux de participation de 40% et la caisse régionale a donc rétribué 11 000 euros, pardon, 11 000 euros à l'entreprise comme c'était prévu dans le contrat. Pour le deuxième exemple, c'est un hôtel qui visait donc non seulement les troubles musculo-squelettiques, mais également le risque chimique. Et là, il y a eu un contrat qui était beaucoup plus important, avec des chariots d'étage motorisés, un système qui lève le lit pour que la femme de chambre puisse faire le lit en conservant le dos droit, un système de nettoyeur vapeur pour supprimer les produits chimiques qui sont utilisés, et on a l'exemple d'un aspirateur avec un tube télescopique pour que la femme de chambre puisse passer l'aspirateur tout en conservant le dos droit là aussi. On a eu un taux moyen merci Frédéric, je termine. On a un taux moyen de participation de l'ordre de 40%, puisqu'on est sur 2 risques différents. Peu importe, la participation était de 50 000 euros. Donc il y a ensuite cette deuxième famille, c'est la subvention prévention TPE. Donc là, les subventions prévention TPE, ce sont des programmes d'aide au déploiement de la prévention dans les petites et moyennes entreprises, donc de 1 à 49 salariés. Je vous ai précisé que l'effectif il est pris sur l'année civile précédant la demande, hein. Et c'est une aide financière qui a une visée de déploiement large, donc de toucher un maximum d'entreprises. Par contre, elle porte l'inconvénient de ne viser que certaines mesures de prévention et des mesures plutôt spécifiques en lien avec les priorités de l'activité. Les participations sont plafonnées à 25 000 euros par programme, donc une subvention prévention TPE, une SPTPE comme on l'appelle, c'est un programme, donc il y a la participation est plafonnée à 25 000 euros. Évidemment, vous retrouverez toutes les aides qui sont disponibles sur le site cramif.fr dans la rubrique entreprise, s'informer sur les risques professionnels, et il y a une sous-rubrique aide financière. Sur le slide suivant, on vous donne la liste des aides existantes. Donc, elles vont sur des systèmes
sur des activités très spécifiques comme peuvent l'être l'aide et le soin à la personne à domicile ou dans un établissement. Hôtel Plus, par exemple, qui vise plutôt le secteur de l'hôtellerie, mais on a aussi des aides qui sont très spécifiques sur qui sont détachées, on va dire, de l'activité, mais qui visent spécifiquement des équipements, comme par exemple Soudage Plus Sûr ou Filmeuse Plus, qui peuvent toucher plusieurs activités, mais qui visent plutôt des équipements de filmage ou de soudage. Et on a au niveau régional une aide qui a été développée spécifiquement en Île-de-France, c'est Locaux Plus Sûrs, qui vise à travailler en amont dans la conception des locaux de travail. Et je crois, Olivier, si je peux me permettre, qu'il y a aussi une aide qui est prévue pour les entreprises dans le tertiaire, par exemple, c'est ça? Alors, il y a pas une aide spécifiquement pour le tertiaire, mais par exemple, on a TMS Pro Diagnostic et Action, qui sont des aides visant à prévenir les troubles musculo-squelettiques, qui peuvent rentrer dans le cadre d'une activité effectivement tertiaire, où on peut d'abord faire un diagnostic pour analyser le poste de travail, voir un petit peu quelles sont les postures contraignantes que peuvent être amenés à adopter les salariés sur leur poste de travail, quel que soit le secteur, et donc évidemment tertiaire également. Et puis, de ce diagnostic, on peut en sortir une deuxième aide qui s'appellera plutôt TMS Pro Action, où là, on met en œuvre un plan d'action qui aura été défini dans l'aide TMS Pro Diagnostic. Je vous ai repris là un exemple de subvention prévention, donc équipe mobile plus. Donc là, le but de ce programme, donc, c'est de réduire l'exposition des salariés aux risques liés au déplacement de charges. Je le rappelle, c'est plafonné à 25 000 euros, mais l'aide, elle permet de participer au financement à hauteur de 50% pour, par exemple, des timons électriques ou des roues motorisées, où je vous ai mis une petite photo de à quoi peut ressembler un timon électrique et une roue motorisée. Alors là aussi, le processus d'aide doit suivre certaines étapes. Tout doit partir d'une demande de l'entreprise en remplissant un formulaire qui est téléchargeable là aussi sur le site de la CRAMIF. Ce formulaire doit être accompagné d'un devis. Sous 2 mois, vous allez avoir une réponse de la caisse régionale, qu'elle soit positive ou négative, vous devez avoir une réponse. Là, si la réponse est positive, l'entreprise doit confirmer sa demande d'aide en envoyant le bon de commande de l'équipement qui a été retenu. Et une fois que l'investissement est fait, l'entreprise envoie à la caisse la facture et les éventuels justificatifs, puisque certaines aides sont conditionnées à un certificat de conformité, par exemple. Donc, il faut joindre le certificat de conformité à la facture. Et à réception de ces documents, la caisse régionale paye sous 3 mois le montant de la subvention. Et juste, avant qu'on en termine, tous ces délais peuvent évidemment s'allonger du fait des délais postaux. Vous avez possibilité, et je vous le rappelle, de créer votre compte employeur sur Net Entreprise et de faire toutes ces demandes depuis votre compte employeur. Donc, c'est des échanges par voie électronique et ça peut faire gagner quelques jours précieux parfois. Merci beaucoup Olivier et Marion pour votre intervention à tous les deux. Avant de passer la parole à Denis et Marie et Charline qui ont récolté les questions au cours de vos présentations, peut-être Denis, si tu veux dire quelques mots aussi sur la CPME, parce qu'on est rentré directement Oui, dans ça a attaqué direct. ça a attaqué direct, et donc voilà, si tu veux présenter rapidement la CPME, puis après on va écouter Marie et Charline pour répondre aux différentes questions. Oui, 2 petits mots sur la CPME. Effectivement, ce genre d'exposé rentre pleinement dans notre mission, éclairer les entreprises, les informer et les aider à s'y retrouver dans les méandres de la législation et des réglementations, souvent ignorées de bon nombre de PME ou TPE, d'autant plus, concentrés sur leur métier, c'est normal. Donc le rôle de la CPME au niveau départemental, tel que le 77, mais mes camarades des autres départements font de même, c'est d'apporter ces éclairages sur l'ensemble de ces législations. Et nous, on est, euh, euh, on est à votre écoute pour recueillir toutes les interrogations, tous les doutes qu'il peut y avoir en fonction des différentes entreprises. Au niveau national, la CPME, d'autant plus dans le contexte actuel, se bat au quotidien pour faire aussi entendre la voix des entreprises, puisque on a quand même des décideurs qui sont parfois un peu hors sol, et de les faire revenir à ce qui concerne la vraie vie, c'est-à-dire les entreprises, les salariés, pour que les mesures qui soient prises ne soient pas juste
bonne sur un tableur ou au bout d'un bureau, mais qu'elle puisse s'appliquer clairement et nettement. C'est pas tout à fait le cas encore aujourd'hui. Hein. On continue à se battre avec eux parce que c'est pas simple. Et on le voit même au-delà du Covid sur la loi climat qui est en préparation. Il y a des choses. Enfin, voilà, l'écologie, c'est important, évidemment. Il faut s'en inquiéter. Il y a des articles dans cette loi qui sont tout simplement inapplicables à la grande majorité des TPE-PME. Donc voilà, la CPME, c'est aussi là son combat. Mais on est ouvert voilà, dans le 77 et dans l'ensemble de la France, dans toutes les CPME, pour recueillir vos besoins et être à votre écoute. Frédéric, je te laisse piloter la suite. Merci beaucoup. En même temps, je vous retrouve. Et donc, Marie et Charline, si éventuellement vous pouvez nous dire les questions, parce que je vois sur le chat, c'est assez actif. Et je vois que c'est 51 minutes. On a été super. Bravo Marion et Denis et Olivier. Vous avez fait un super job. J'espère que justement, on a été concis et on est allé droit au but pour renseigner les personnes qui participent aujourd'hui à ces informations cruciales. Je t'écoute, Marie. Ok, alors je reprends les questions. Déjà pour Olivier, là j'ai une question qui concerne les aides concernant également les entreprises qui dépendent de la MSA. Est-ce qu'elles y ont le droit en fait? Les entreprises qui dépendent de la MSA. Elles n'ont pas le droit à ces aides-là puisqu'elles ne cotisent pas au régime général de la sécurité sociale, mais à la MSA. Donc, par contre, il faut se rapprocher de la MSA pour savoir s'il y a des dispositifs comparables. D'accord. Je ne sais pas si ça a répondu à la question de la personne. Il y avait aussi une question sur les formations. Alors, les formations, nous, la CPME 77, on en dispense. La formation sur le référent Covid, il faut savoir qu'elle dure 3 jours. Après, peut-être qu'Olivier, il y a d'autres formations qui sont mises en place avec une liste exhaustive de la CRAMIF. Nous, on suit en fait les formations qui nous sont données par la CRAMIF. Hein, donc, je ne sais pas s'il y en a d'autres ou pas. Pour les référents Covid spécifiques, hein, là, c'était la question. Hein. Alors, pour les référents Covid, je ne crois pas au niveau de la CRAMIF, mais par contre, vous avez toujours sur le site de la CRAMIF, dans la rubrique que vous allez retrouver dans la présentation que vous allez recevoir, il y a, sur la même page, il y a possibilité d'aller dans la rubrique Se former, et vous avez le catalogue des formations proposées par mes collègues du service formation. D'accord, qu'on dispense, nous, pour la plupart. Alors ça, c'était pour les questions pour Olivier. Après, il y a des questions pour Marion. Quand on est en entreprise tertiaire, sans accident de travail et très peu d'arrêt de maladie, quel gain à TMP? Alors, la question, elle dépend un petit peu de l'effectif de l'entreprise. Pour les entreprises qui sont sur un taux collectif, la marge de manœuvre est assez restreinte, sauf possibilité de saisir la CRAMIF d'une demande de ristourne, enfin d'un dossier de ristourne. Mais on s'inscrit quand même dans un procédure assez complexe, assez long et dont l'issue est relativement incertaine. Pour les entreprises qui sont soumises à un taux mixte ou un taux individuel, là, clairement, le gain peut être extrêmement substantiel, quoi. Hein. D'accord. Autre question pour Marion. Quels sont les risques pour l'entreprise en cas de cas positif à la Covid-19 et de transmission si des mesures barrières ont bien été mises en place, mais que le télétravail n'est pas assez appliqué? Là, on retombe. Alors, pour l'instant, on n'a pas beaucoup de recul, hein, puisque forcément, on a le temps judiciaire n'étant pas le temps de la vraie vie et ces procédures étant longues, finalement, on a assez peu de décisions pour l'instant qui sont rendues. Mais très clairement, si on ne respecte pas le national mis en place au niveau des entreprises qui préconisent notamment la mise en place du télétravail, si on n'est pas en capacité de justifier qu'on a fait une évaluation des risques pour pouvoir déterminer les postes télétravaillables et ceux qui ne le sont pas, et si finalement la salariée attrape le Covid alors que ces mesures n'ont pas été mises en place,
il y a un risque évident pour l'entreprise, à tout le moins sur un plan civil. Le point d'interrogation un petit peu qu'on a, c'est celui du lien de causalité. On ne sait pas tellement comment ça sera appréhendé par les juges parce que bon, clairement, s'il y a un cluster au sein de l'entreprise, s'il y a 50 personnes et les 50 personnes sont atteintes, le lien de causalité ne sera pas un sujet et ça sera établi. Par contre, s'il y a une personne atteinte sur 50 salariés, bon, venir démontrer qu'elle l'a attrapé sur son lieu de travail, ça risque d'être un petit peu plus compliqué pour elle. Donc voilà, pour l'instant, c'est une réponse un petit peu incertaine parce qu'on a assez peu de recul sur les décisions rendues. Mais clairement, si on ne respecte pas tout ce qui est mesures de prévention en respect du protocole sanitaire national, on est en risque, à tout le moins civil. Et le protocole sanitaire rappelle 3 actions, le document unique d'évaluation des risques professionnels, le plan d'action Covid et un référent Covid qui était formé. Oui, et la mise en place du télétravail. Et la mise en place du télétravail, c'est tout à fait juste. Alors, je vais juste me faire un peu la voix des entreprises. Comment on juge que la personne devrait être absolument en télétravail? La vision de l'entreprise va être de penser que là, non, on ne pouvait pas la mettre en télétravail. Comment va être balancé, et c'est peut-être plus à Olivier, comment va être apprécié quelqu'un qui est au service de la paye, par contre, on peut considérer qu'elle doit être en télétravail. Et pourtant, si je prends le cas de mon entreprise, elle doit être présente pour pouvoir échanger aussi avec un certain nombre de ses collègues pour avoir les informations pour faire la paye. Donc, comment la balance va se faire si je dis, moi, elle devait être là, et si on me dit, bah non, elle ne devait pas être là parce qu'elle travaille derrière un ordinateur. Alors, je suis pas sûr que je vais être le mieux placé pour répondre. Ce serait peut-être plutôt Marion, pour le coup. Marion, je veux bien vous laisser la parole. Moi, très clairement, ce que je conseille à mes clients, puisque c'est des sujets récurrents qu'on a en ce moment, pour moi, le maître mot, c'est d'abord celui de la traçabilité et de mettre en place un plan d'action qu'on est capable de justifier en cas de contrôle de l'inspection du travail ou de difficulté avec les salariés. Dans ce plan d'action, qu'est-ce qu'on met très concrètement? On répertorie finalement l'ensemble des postes qu'on a au sein de l'entreprise et pour chaque poste, on fait des listes de tâches. Moi, c'est ce que je préconise à mes clients, de faire en concertation avec les salariés, contresigner ou en tout cas en les associant à la démarche et en pouvant justifier qu'on les a associés à la démarche, la liste exhaustive de postes de chacun, avec des croix en face, télétravaillables, pas télétravaillables. Globalement, si 100% des croix sont dans la colonne pas télétravaillables, vous aurez de quoi justifier qu'ils sont présents au sein de l'entreprise. À l'inverse, si 100% des cases sont dans la colonne télétravaillables, vous aurez du mal à justifier qu'ils soient en présentiel s'ils peuvent faire les tâches chez eux, sauf le 1 jour par semaine qui est dans le protocole sanitaire national pour des questions d'anticipation des risques psychosociaux. Et si on est entre les deux, eh ben, on détermine des jours où on a besoin d'être sur site et des jours où on peut être en télétravail. On met ça on le formalise dans notre plan d'action et si on a un contrôle, on justifie de cette démarche d'évaluation, d'analyse et finalement du plan d'action qu'on a tiré de cette analyse. Et comme le mot télétravail, dans le mot télétravail, il y a le mot travail, eh bien là aussi, il faudra mettre à jour le document unique avec justement, puisque les salariés en télétravail chez eux travaillent, eh bien, il sera important de mettre en place une politique de gestion des risques professionnels en indiquant de manière exhaustive tous les risques. Un salarié chez lui qui se brûle avec une bouilloire pendant les temps de travail, ben, ce serait mieux de le marquer justement, de faire une enquête, un questionnaire, qu'est-ce qu'ils ont chez eux et de l'inclure dans le document unique d'évaluation des risques professionnels. Et même chose, comme le disait Marion aussi, un salarié qui est en télétravail, il faudra prévoir un avenant au contrat de travail aussi, qui va spécifier que le salarié est en télétravail. Tout ça pour se border en même temps de manière juridique. Ok, je vais continuer avec toi, Frédéric, puisque j'ai des questions sur comment inciter le salarié à utiliser les moyens mis en œuvre par l'employeur. Donc, je suppose que c'est les moyens qui sont indiqués dans le document unique. C'est ça. Voilà, et donc comment inciter le salarié à les utiliser, ces moyens-là? Alors, justement, quand nous, juges au prud'homme, on fait des formations régulières en droit social, moi, je me souviens Jean-Frédéric Sauvage, qui était l'ancien, d'ailleurs, président du CPH de Paris, il nous disait une note de service n'engage celui qui veut bien la lire.
Et malheureusement, les chefs d'entreprise font des MMS, des SMS, des courriels, des LRR, des avertissements. Ils s'embêtent la vie pour rien, alors que le Code du travail prévoit des documents, comme je l'ai présenté au début, par exemple le document unique, mais il y en a d'autres, par exemple le livret d'accueil sécurité, tout simplement, où justement c'est prévu notamment par le Code du travail, et c'est applicable, point. Donc c'est même pas la peine de faire des rappels, pas la peine de se prendre la tête. Si le salarié veut pas mettre le masque ou il le met derrière la tête, s'ils veulent monter à 10 dans le camion, alors que justement dans les documents de prévention tels que le plan d'action Covid-19 ou dans le télétravail, si on fait une charte télétravail où on va déterminer les heures de déconnexion, si le chef d'entreprise a envie d'envoyer un mail le week-end, mais que dans la charte c'est écrit que le salarié n'a pas pour vocation de travailler le week-end ou en dehors des heures de travail et que c'est signé, si le salarié veut répondre le week-end et le soir, c'est sa volonté, mais en tout cas, c'est pas la politique du tout de l'entreprise. Et c'est la même chose pour l'ensemble des questions que tu indiques, Marie. Le chef d'entreprise ne le sait pas, mais en France, il a du pouvoir. Et il faut pas. Alors, soit il subit et il fait des notes de service et des avertissements qui peuvent être caractéristiques d'ailleurs souvent d'harcèlement, ou soit tout simplement il inscrit dans des documents obligatoires et c'est fini, c'est applicable. Alors, si je peux me permettre, Frédéric, en fait, c'est les deux qu'il faut faire. C'est poser la règle dans le document obligatoire. Et ensuite, le dirigeant, il a quand même eu la responsabilité de s'assurer de l'effectivité du respect des mesures. Et je vous donne un exemple. Il y a quelques années, j'ai plaidé devant le TAS un accident du travail d'un responsable, d'une personne qui était responsable de tout ce qui était santé sécurité et qui était en charge notamment de vérifier que ses petits collègues dans une cuisine industrielle portaient bien les chaussures antidérapantes pour pas glisser sur le sol mouillé quand ils faisaient la vaisselle. C'était sa responsabilité de s'assurer de l'effectivité du port des EPI. Lui-même a eu un accident du travail parce qu'il n'avait pas ses chaussures de sécurité, alors qu'il les avait à disposition, qu'il connaissait les obligations de les porter et qu'il avait lui-même en charge la responsabilité de les faire porter aux autres. La faute inexcusable a été reconnue, le tribunal considérant qu'il appartenait à l'employeur de s'assurer de l'effectivité du respect des mesures. En l'occurrence, on savait qu'il ne les portait pas. On ne l'a pas sanctionné pour lui dire « Attention, tu dois porter tes chaussures de sécurité et si tu ne respectes pas, on te met un avertissement. Si tu ne respectes pas, on te met une mise à pied et à la troisième fois, si tu ne respectes pas, on te licencie parce que sinon, ça en va de l'engagement de notre responsabilité. » On ne l'a pas fait, on a été condamné. Donc, il faut quand même associer à la mise en conformité initiale les mesures qui permettent de s'assurer de l'effectivité du respect de ces mesures. On voit trop souvent dans le bâtiment des gens qui ont des harnais de sécurité, qui sont charpentiers, qui sont couvreurs, qui montent sur les toits avec des entreprises qui ont les harnais de sécurité dans le camion et qui me disent « Mais maître, moi, j'ai respecté mes obligations, les harnais de sécurité, ils sont à disposition dans le camion. » Ah bah ouais, mais votre gars, quand il était sur le toit, il n'avait pas le harnais, il est tombé, il est mort. Moi, j'y suis pour rien. Si, c'est pour quelque chose parce que malheureusement, en droit, tu dois t'assurer de l'effectivité et il suffit pas de mettre à disposition le matériel, il faut s'assurer qu'il le porte bien. Et si c'est pas le cas, il faut sanctionner. Et si on sanctionne pas, on peut voir sa responsabilité engagée. Donc, en réalité, il faut faire les deux. Si je peux me permettre aussi de rebondir, parce que ça a l'air d'être un sujet qui nous passionne tous les trois finalement, pour maximiser les chances que ces procédures soient appliquées et que ces équipements de protection individuelle, finalement, puisqu'on parle essentiellement de ça, soient portés, nous, ce qu'on préconise, c'est qu'il y ait une mise en place d'une démarche participative, c'est-à-dire aller chercher en amont des solutions, les soumettre aux salariés pour avoir un retour, voir si ça pose des problèmes à l'utilisation ou si au contraire c'est utilisable et ça pose pas de soucis. Et à partir de ce moment-là, vous allez maximiser les chances que ces EPI soient portés. Ça ne veut pas dire qu'ils seront portés à 100%. Et après, je rejoins Marion de dire si après c'est pas porté, effectivement, faut aller potentiellement jusqu'à la sanction, même si on espère ne pas en arriver là. Mais en attendant, pour éviter d'en arriver là, ou en tout cas de réduire le nombre de cas où on va être obligé de sanctionner, essayer d'inclure au maximum les salariés concernés dans cette démarche de choix de l'équipement pour vérifier que ça corresponde à leur activité, à leurs besoins, et ça, vous optimiserez les chances du port des équipements. Alors, si je peux me permettre, on avait également une question concernant les obligations donc, de la direction. Est-ce que la direction peut obliger les salariés travaillant de nuit à travailler en journée et est-ce que ces salariés peuvent refuser ou non?
Alors, je pense que c'est encore pour moi. Certainement. Oui, tout dépend ce qu'il y a dans le contrat de travail. Si la possibilité est ouverte, parce que de faire passer des salariés d'un horaire de jour à un horaire de nuit, ça constitue juridiquement une modification du contrat de travail, puisqu'on considère que ça bouleverse l'économie du contrat. Donc, si c'est prévu contractuellement, qu'effectivement les salariés peuvent être contraints de travailler de nuit. Dans ces cas-là, pas de problème, on peut les faire travailler, passer d'un horaire de jour à un horaire de nuit ou vice-versa. La seule limite, c'est s'ils se prévalent du fait que cette nouvelle contrainte bouleverse porte atteinte à leurs conditions, alors le terme précis m'échappe, mais en gros, porte atteinte à leurs obligations personnelles et familiales impérieuses. Mais il faut vraiment en justifier. Si vous n'avez rien qui est écrit dans le contrat de travail, vous ne pouvez pas faire passer les salariés d'un horaire de nuit à un horaire de jour sans leur accord, sans signer un avenant à leur contrat de travail. Merci beaucoup Marion. Alors on avait également encore des questions. Alors là, ça concerne Olivier, pour le coup, je pense. Alors on était sur les aides. Première question, est-ce que ces aides concernent également les entreprises qui dépendent de la MSA, métiers paysagistes et agricoles? On l'a posé la question, Charlie. Ouais, Ah ok, pardon, j'ai pas il n'y a pas de souci. On était du coup normalement sur les 30 premières et les 30 dernières. Elle a peut-être été posée 2 fois hein, aussi. Donc non, la réponse est non. C'est en tout cas la caisse régionale, les outils de la caisse régionale d'assurance maladie ou de la CARSAT, c'est des outils du régime général de la sécurité sociale, donc pas visés par les entreprises qui cotisent à la MSA. Mais par contre, la MSA a peut-être, je les connais pas assez bien, nos collègues, ils ont peut-être des outils comparables. Faut creuser la question. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on a oublié Du coup, Marie, je ne sais pas, comme je prendrai les 30 dernières, je ne sais plus quelle question. Il n'y avait pas trop de questions. Donc non, je pense que vous avez été tous très clairs, puisque en effet, pour ce webinaire, on n'a pas eu tant de questions. Alors, si on a aussi comme question qui n'a pas été posée, comment faire si notre secteur d'activité ne bénéficie pas d'une convention nationale d'objectifs? Alors, si votre secteur enfin, l'activité de l'entreprise n'est pas ciblée par une convention nationale, ça dépendra de l'effectif. Si vous avez un effectif entre 1 et 49 salariés, vous pourrez bénéficier d'un contrat TPE. Là aussi, il faut avoir un projet, le présenter à la caisse régionale avec le collègue qui avisera de l'intérêt en termes de prévention de ce projet-là. Mais il reste que le contrat TPE en termes d'outils. Alors, pardon, que le contrat TPE pour la partie contrat et il y a la subvention SPTPE pour les outils les programmes à déploiement nationaux, on va dire. J'ai oublié de préciser, moi, dans ma présentation, que ces outils-là ont une enveloppe qui est limitée au sens noble du terme, c'est qu'elle a une limite et on est souvent victime de nos succès. Donc, ces aides-là, vous pouvez en faire la demande. Après, c'est les caisses régionales qui, en fonction des budgets disponibles, vous accordent ou pas aussi ces possibilités. C'est pas une aide automatique en tant que telle. Très bien. Une dernière question, je crois avoir fait le tour après. La formation référent Covid est-elle obligatoire pour l'employeur? Alors, vas-y Frédéric, si tu veux, je te laisse. Oui. Alors, en fait, si la personne qui est nommée référent Covid, elle est capable de mener et de suivre les obligations rappelées dans différents protocoles sanitaires, d'ailleurs que Marie, tu fais suivre notamment aux adhérents CPME, c'est-à-dire que si elle fait suivre toutes les actions de prévention pour éviter la propagation du virus, bah, si la personne, c'est une de ses spécialités, en plus de la comptabilité, de la gestion ou des achats ou du commercial ou du bâtiment, c'est pas nécessaire. Mais moi, ce que je constate sur le terrain, en tout cas nous, quand on forme des chefs d'entreprise TPE, PME, on se rend compte que ils apprennent énormément pendant notre formation. Et d'ailleurs, on va souvent, lorsque c'est des salariés, on va joindre un certificat de formation ainsi que l'avenant au contrat de travail pour
pour nommer de manière officielle le référent Covid. Donc, ça dépend. Alors, en tout cas, il n'y a pas d'obligation. Tu me reprends, Marion, si je dis une bêtise, mais il n'y a pas d'obligation. C'est pas écrit. Il n'y a pas un texte juridique qui le prévoit. Par contre, si vous avez des cas Covid dans l'entreprise ou s'il y a une saisine au Conseil des prud'hommes ou au TJ Pôle social, on va enquêter et on va se renseigner si la personne s'est autoproclamée référent Covid. Et il vaut mieux pas être s'autonommer référent Covid si la personne elle a aucune connaissance, mis à part, comme on me dit souvent, j'ai acheté des masques et j'ai acheté du gel hydroalcoolique. Si c'était que ça ferait longtemps qu'on ferait comme en Chine et qu'on aurait repris une activité normale. Malheureusement, c'est pas ça. Vous avez des courriers à mettre de côté, des colis à ne pas toucher, mettre des poubelles spéciales, nettoyer les poignées de porte, calculer le nombre de personnes par salle, aérer. Et tout ça, je me rends compte que moi, ce que j'aime beaucoup dans ces formations, c'est que même si le chef d'entreprise, il apprend que 10, 20 ou 30% ou plus, eh bien, nous luttons contre la propagation du virus. Alors après, on avait une autre petite question. Je ne sais pas si elle a été posée. Je ne pense pas. Ce webinaire sera-t-il rediffusé? Alors oui, en fait, j'ai prévu, là pendant qu'on se parlait, et comme je l'ai dit en introduction, donc il a enregistré, donc toutes les personnes qui se sont enregistrées vont recevoir, dès que ça sera terminé, vous allez tous recevoir une copie de la présentation, et nous allons voir avec Marie, Denis, Olivier et Marion l'enregistrement, est-ce qu'on le met sur YouTube ou pas. Et voilà, je vois qu'en plus, on a dépassé, alors je vois beaucoup de passion dans ce sujet d'actualité. On est à 1h11, on ne peut pas prendre de temps trop. Mais est-ce qu'il y a un dernier tour, Charline ou Marie Il y a juste une question là qui vient de tomber. On nous demande si la formation référent Covid, elle peut entrer dans les aides CRAMIF. Non. Enfin, non. Voilà, il y a eu des réponses avec la tête. Effectivement, non, ça ne va pas rentrer dans le cadre d'une aide CRAMIF. Mais enfin, nous, en tout cas, mon cabinet, je ne connais pas les autres, mais on a quand même, on est très sensible à ce que l'on vit aujourd'hui et on ne fera pas du business du tout dessus. On fera du business, vous inquiétez pas, plus tard. Ça, c'est clair, parce qu'on est tous là. Aussi, il y a un aspect financier. Mais en tout cas, le cabinet Visée Conseil a décidé vraiment d'accompagner les chefs d'entreprise TPE, PME et la formation commence, je crois, à partir de 300 euros. Donc voilà, le but, c'est vraiment d'accompagner le chef d'entreprise et qu'ils soient vraiment informés parce que je me rends compte quand je parle avec eux qu'ils sont vraiment de bonne foi, ils essayent de faire au maximum, mais c'est pas leur métier, quoi. C'est comme moi, je sais pas faire de la chaudronnerie, je sais pas faire de la plomberie, voilà. Et donc je fais appel à des experts. Quand j'ai besoin d'un avocat, je vais voir un avocat et je fais pas moi-même, voilà. Donc ces formations-là sont très intéressantes et si tous sont s'y met, je pense qu'on s'en sortira beaucoup plus rapidement. Est-ce qu'on a fait le tour? Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? On a fait le tour, oui. Est-ce que tu veux clôturer, Denis, mon président? On en a une dernière. Oui. Une dernière petite question. Un chef d'entreprise peut être le référent Covid? Bien sûr, il peut être. Et d'ailleurs, nous, quand on fait des formations qui démarrent, je crois, 280 euros, vous pouvez. D'ailleurs, on invite vraiment le chef d'entreprise avec un maximum de salariés, parce que plus on va diffuser l'information, mieux ce sera. Donc, que vous soyez 1, 10 ou 15, pour nous, c'est la même chose. On veut vraiment, vraiment vous accompagner le mieux possible parce que c'est compliqué et je vois qu'il y a beaucoup d'oublis, ce qu'on appelle nous, enfin, quand je suis juge, on appelle ça des manquements, mais il y a beaucoup d'oublis et ces oublis-là, la somme de nos petits oublis fait que il y a des accidents du travail qui peuvent être d'ailleurs reconnus en maladie professionnelle, hein, attention à ça. Et puis il y a aussi des fermetures, comme le disait Marion, comme elle le rappelait, droit de retrait aussi, comme on voit régulièrement. Hein, voilà. Donc oui, nous on fait, que ce soit les chefs d'entreprise ou les salariés, au contraire, plus on est de fous, plus on rit parce que c'est tellement important et on donne beaucoup de très bonnes informations. Nos experts IPRP donnent de très très bonnes informations. Eh bien, merci beaucoup. Denis, on te laisse la parole. Je crois qu'on a fait le tour, vu les commentaires sur le chat où beaucoup disent c'était très clair. Ça explique peut-être qu'il n'y a pas des centaines de questions, tant mieux, c'était le but. On voit que si c'est clair, c'est pas simple quand même.
et qu'effectivement, on a besoin d'aide, alors que ce soit effectivement à travers des cabinets conseils, des avocats, évidemment. Heureux que la CRAMIF, qui est pour beaucoup d'entreprises regardée plutôt comme un ennemi, peut aussi être un partenaire, et ça, c'est une bonne chose. Et puis, la CPME, encore une fois, également là pour vous écouter et vous aider. Voilà, donc je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci Denis, merci à tous. Merci à tous. Bon après-midi, au revoir.